bonsoir. La courbe de contamination au coronavirus ne cesse de croître depuis quelques semaines au Togo, à l'heure où les activités reprennent progressivement leur cours. Pourquoi cela? Doit-on craindre une prochaine flambée? Et comment surtout rompre aujourd'hui la chaîne de contamination? Autant de questions auxquelles vont répondre nos invités de ce soir. Nous avons donc sur ce plateau professeur Madiom Charles Kondi Agba, qu'on ne présente plus, ancien ministre de la Santé. Professeur Agba, bonsoir. Bonsoir, Madame Atiako, bonsoir aux téléspectateurs. Nous avons également professeur Mounerou Salou, qui est spécialiste de bactériologie et virologie. Professeur Salou, bonsoir. Bonsoir, Madame Atigakou. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et nous avons également le chargé des affaires juridiques de l'ATC, l'Association togolaise des consommateurs, M. Fridolin Kofi Adonsou. Monsieur Adonsou, bonsoir. Bonsoir, Madame Atigakou. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, chers invités, depuis quelques semaines déjà, d'abord il y a 2 semaines, nous avons passé le cap des 1000 cas au Togo et chaque jour, au jour le jour, les contaminations vont croissantes. Alors, professeur Agba, que pensez-vous de la situation? Bon, écoutez, je ne m'affole pas pour autant. C'est ce que je vais dire en premier. Et les chiffres restent, ma foi, en dessous de ce que nous voyons ailleurs. Cela nous permet de dire, sans aucune autosatisfaction, que, ma foi, le Togo s'en sort quand même. On arrive plus ou moins à maîtriser la pandémie. Oui, au-delà de 1000, mais je ne vous cite pas le chiffre de notre voisin de l'Ouest. Nous sommes au-delà de dizaines de milliers. Nous avons 26 décès que nous déplorons, certes, mais ce n'est rien à côté des chiffres que l'on cite ailleurs. Alors c'est tout cela qui me permet de dire, même si nous avons dépassé le cap de 1000, même si on a cette impression nette que la pandémie se met à galoper chez nous, ça reste, ma foi, quand même assez maîtrisé. D'accord. Voilà, c'est mon avis, ça. D'accord. Alors, professeur Salou, vous étiez sur ce plateau il y a, disons, quelques semaines. Nous étions en deçà aujourd'hui et depuis quelques semaines à suivre les conférences de presse de la coordination de riposte. On a compris qu'il y a une nette augmentation des contaminations, mais on ne s'affole pas toujours, enfin on ne s'affole pas comme professeur Agba vient de le dire. Oui, sans reprendre le professeur Agba, mais ce qu'on peut retenir, le virus circule. Et comme le virus circule, il faut que nous prenions des dispositions pour endiguer la propagation du virus, puisque notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de contaminés. Mais en même temps, comme dit le ministre, dans la vie, il ne faut pas regarder que devant, il faut voir derrière aussi. Et donc, on ne s'affole pas, mais on peut mieux faire. D'accord. Alors, monsieur Adonsou, bon, disons qu'on a écouté le spécialiste parler, disons, de son appréciation, mais vous, en tant que Togolais, entre griffes, membre de l'association ATC, les consommateurs et tout, quelle a été votre réaction lorsqu'on a dépassé le cap de 1000 cas? Bon, disons que au niveau de l'ATC, c'est vrai, c'est pas qu'on est affolé. On n'est pas encore dans la logique de l'affolement, mais ça amène quand même à s'interroger, à se poser des questions et à se dire que qu'est-ce qui se passe pour que la courbe monte et qu'est-ce qu'on peut faire pour une meilleure canalisation de la propagation du virus. Donc, cela nous interpelle tous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux canaliser, puisque nous sommes dans un pays où nous ne sommes pas trop nombreux. Il ne faut pas qu'on ait les chiffres d'ailleurs pour pouvoir prendre nos précautions. D'accord. Alors, professeur Salou, disons, M. Adonsou a anticipé la question. Qu'est-ce qui explique cette hausse de la contamination ces dernières semaines? Oui, à cela, on peut avoir des éléments quand même d'explication. Je vous ai dit dans mes premiers propos que le virus circule. C'est parce que le virus circule qu'il y a des personnes qui se contaminent. Mais en même temps, si on voit comment la maladie évolue, logiquement, on doit avoir cette croissance, puis la phase de plateau et la phase de décroissance. Mais les explications que nous pouvons donner aujourd'hui, vous êtes sans ignorer
que le couvre-feu a été levé. Et dans la conscience populaire, on a comme l'impression que le coronavirus est derrière nous, dans les faits et gestes que nous voyons. Et nous sommes à une période, ça c'est pour mieux comprendre, où quand même c'est la mousson, il y a beaucoup de piqûres de moustiques, il y a des maladies connexes, et dans l'analyse des décès surtout qu'on a eu, il y a un retard à venir vers les structures de soins. C'est déjà le premier élément. On donne l'impression que le coronavirus est derrière nous. On est devenu un peu, si on veut employer les termes médicaux, on n'est plus observant vis-à-vis des mesures barrières proposées qui ne sont pas levées. On nous demande de nous laver les mains, on nous demande d'appliquer la distanciation sociale. Mais aujourd'hui, regardez autour de vous lorsque vous sortez. Est-ce que ces règles de distanciation sont encore respectées? C'est vrai que pour le masque, on commence à en faire une habitude. De façon indirecte, on peut mesurer même l'effet. Pour cette période-là, habituellement, vous avez beaucoup de maladies, de tout. Cette année, il y a quand même une diminution. C'est-à-dire que le masque fait son effet. Mais ce n'est pas fini. On pourra tout au long de l'émission en discuter. Anita me visite à la maison, je pense qu'on se connaît, et allez, on laisse tomber toutes les mesures, on vit comme si tout était normal. C'est autant d'éléments. Sinon, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est normal que si on ouvre, qu'il y ait un mouvement de personnes qui ait une plus propension à la transmission du virus. C'est à nous de mettre en place les moyens pour freiner cette transmission. D'accord. Alors, professeur Agba, peut-être vous pensez à peut-être d'autres causes de cette flambée de la contamination? Oui, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr la levée du couvre-feu, il y a que nous avons tous demandé que l'activité économique reprenne. Parce que le pays allait finir par étouffer. Ce n'est pas nous seuls qui le disons. Dans tous les pays où les mesures restrictives ont trop duré, mais l'économie s'est affaissée, affaiblie. Et nous avons tous appelé que l'économie reprenne, que le pays revive. Alors, quand l'économie reprend, que les activités habituelles reviennent, le propre de l'homme, c'est de se dire, mais tiens, c'est comme si la situation normale était revenue. Donc, on ne pense plus à ce virus dangereux qui circule, comme a dit le professeur. C'est l'une des raisons, parce que nous avons repris nos activités, il n'y a plus de couvre-feu, on a repris les horaires habituels, mais on a cette impression que c'est comme la vie d'avant. Mais je pense que c'est pour ça que vous nous avez appelés. Le moment est toujours d'actualité pour dire attention, attention, le virus circule, le virus est dangereux. N'oubliez pas les mesures barrières qui seules sont celles qui peuvent nous sauver, nous protéger. D'accord. Alors, Monsieur Adonsou, moi je ne vous demanderai pas les causes de cette flambée, mais plutôt les conséquences de cette crise-là que nous vivons depuis plusieurs mois déjà. À l'ATC, disons que vous occupez, disons, du bien-être, entre griffes, des Togolais, du consommateur. Alors, quel est l'impact de la pandémie sur le pouvoir d'achat du consommateur togolais? Disons que la pandémie a fortement impacté le pouvoir d'achat du Togolais. Le professeur l'a dit tantôt, les activités économiques sont au ralenti. Et quand nous regardons un peu notre système économique, il y a beaucoup qui sont dans l'informel. Et donc, à partir de ce moment-là, le ralentissement de l'activité économique a fortement impacté les activités. C'est vrai, le gouvernement est intervenu avec le projet Novici pour aider un peu les couches défavorisées, subventionner l'eau et l'électricité. Mais cela n'a pas aidé le consommateur à faire face à toutes les dépenses. Donc, c'est ici, c'est valable pour le Togo, c'est valable ailleurs. Donc, l'épidémie a fortement impacté le panier de la ménagère qui était déjà fragile, puisqu'on était dans la logique de la mise en place du Conseil économique et social pour aider à faire évoluer les choses quand la pandémie est venue mettre fin à tout ce système-là. Donc le panier de la ménagère souffre, ne serait-ce que pour l'achat des cache-nez, pour se protéger, les gels hydroalcooliques. Donc disons grosso modo que la crise a fortement impacté le panier de la ménagère.
Et en plus de cet impact, M. Adonsou, on a vécu cette situation où il y a eu de la spéculation sur les prix de produits de consommation. Alors dites-nous, quelle a été ou bien quelle est la réaction de l'ATC face à cette situation? Peut-être des Togolais qui profitent de la situation pour s'enrichir sur le dos des autres? D'accord, vous touchez du doigt un problème central. Au début de cette crise, on a constaté que beaucoup de commerçants véreux ont commencé par spéculer. Et l'ATC avait sorti un communiqué. On a interpellé le ministre du Commerce, on a interpellé le gouvernement pour mener des actions pour veiller à ce que le Togolais fasse preuve de solidarité vis-à-vis de son concitoyen. Mais heureusement, ça a fait tache d'huile. Le ministre a sorti un communiqué, on a fixé le prix. Donc l'ATC n'est pas resté inamovible ou insensible à cette situation du consommateur. Donc on a attiré l'attention de l'autorité qui a réagi. Et après cette réaction, on a remarqué quand même que certains commerçants véreux ont continué. Des produits qui coûtent 1000 francs auparavant coûtent 1500 francs. Quand vous leur demandez, ils disent qu'on n'a plus le stock, les frontières sont fermées, etc. Et donc, nous continuons et nous disons qu'au-delà de cette décision que le gouvernement a prise, il faut maintenant aller pour contrôler, associer les associations de consommateurs, associer chaque consommateur. Parce que consommateurs, nous le sommes tous, à quelque niveau que nous trouvons. Donc, associer le consommateur à dénoncer ces attitudes de ces commerçants véreux qui, en réalité, agissent négativement. Parce qu'il vaut mieux avoir un consommateur vivant à la fin de cette pandémie que de l'asphyxier totalement et à la fin de la pandémie, il n'est plus là. Donc, il faut transformer tout le consommateur, tout citoyen togolais en lanceur d'alerte pour que ces commerçants véreux n'atteignent pas leurs objectifs. Aujourd'hui, on est dans une situation délicate. Certains même n'arrivent pas à avoir la totalité de leur salaire. Si c'est le moment que d'autres Togolais trouvent pour augmenter ou s'enrichir, c'est vraiment dommageable. C'est vraiment dommageable. Donc, on n'est pas resté même morte. On a entrepris des actions vis-à-vis de l'autorité. On a sensibilisé. On est descendu sur le terrain pour sensibiliser, même dans les marchés, pour sensibiliser sur la démarche et surtout pour que l'appel à la solidarité soit respecté. Voilà. Alors, professeur Agba, vous partagez, disons, l'action de l'ATC? Oui, bien entendu, bien entendu. Vous savez, dans toutes les sociétés, dans toutes les corporations, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a toujours des gens qui seront responsables, qui seront conscientes de la situation et qui ne vont pas en profiter, mais il y aura toujours des brebis galeuses. Je salue l'action des associations de consommateurs. Et j'ai vu moi aussi à votre télévision, j'ai vu le ministre du Commerce descendre lui-même dans des magasins, faire le contrôle. Je suppose que ça a porté, parce que c'est toujours la peur du gendarme qui rend sage, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut continuer à menacer ceux qui ne veulent pas se soumettre à cette action de solidarité élémentaire, n'est-ce pas? Oui. Oui. Merci beaucoup, professeur. Alors, professeur Salou, je reviens à vous pour parler de la maladie elle-même, on va dire. Alors, où en est-on avec le protocole mis en place par le Togo pour, disons, venir à bout de la maladie, traiter les malades? Ok. Ben, je crois qu'il faut rappeler qu'à ce jour, il n'y a pas de traitement spécifique pour la Covid-19. Je l'ai dit ici peut-être ou à Santé d'abord, que le traitement se fait au cas par cas. Mais il y a quand même un traitement de fond que le Togo a retenu. C'est celui, on peut le critiquer, mais pour l'instant, c'est ce que nous proposons, qui est à base d'hydroxychloroquine ou de chloroquine et de l'azithromycine. C'est ce traitement de fond qui est proposé. Et après, chaque patient Covid est traité selon ce qu'il est. Et c'est cet ensemble d'éléments-là que la population devrait apprécier. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes diabétique, vous avez la Covid-19, vous bénéficiez du traitement de la Covid-19, vous bénéficiez du traitement de votre diabète. Si vous êtes hypertendu, et ainsi de suite, ce que nous appelons les comorbidités. Et ce n'est pas quelque chose de si simple
à gérer. C'est ce que je... Oui, professeur. Non, j'apprécie. C'est vrai que l'hydroxychloroquine a été décriée par ici ou par là. Mais ce qu'il me revient, professeur, je pense que vous allez pouvoir le confirmer, c'est qu'on assiste à une curiosité. Nous avions abandonné l'hydroxychloroquine avant. Bah oui. C'est-à-dire c'est la Nivaquine d'avant. J'étais encore ministre de la Santé quand nous avons abandonné le traitement du paludisme avec la Nivaquine. Oui. Mais curieusement, d'après ce que me dit le professeur Iou, on se rend compte que dans cette période-là, il y a moins de paludisme. Comme si les nouvelles souches de plasmodium sont désormais sensibles à la chloroquine. Oui, on peut l'expliquer. Voilà. Vous savez, dans la chimiorésistance, lorsque vous soustrayez une molécule, j'allais dire de la vue des micro-organismes, à un moment donné, ces micro-organismes n'ont plus la mémoire de cette molécule. C'est cela. Et donc, et même c'est fait en stratégie. On peut décider de retirer une molécule parce qu'elle est devenue trop impuissante pour traiter. Et puis après 10 ans, tout ça, on peut revenir. On est un peu dans ce schéma aujourd'hui. Absolument. Voilà, quand vous avez dit 10 ans, c'est ça. Alors donc, curieusement, l'hydroxychloroquine va pouvoir désormais nous protéger contre le paludisme. C'est l'effet inattendu du traitement que nous avons contre le coronavirus. Voyez-vous. Alors, professeur Salou, je reste avec vous. Alors, dites-nous, c'est vrai qu'au début de la pandémie, les spécialistes comme vous et tant d'autres qui sont passés sur ce plateau nous ont parlé du fait que la maladie soit tellement brusque qu'on la découvre au jour le jour. Alors dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui la maladie évolue? Est-ce qu'on est face à d'autres symptômes qu'on n'avait pas au début et qu'on attribue au coronavirus? Non, pour ces derniers temps, il n'y a pas eu peut-être de nouveautés. Je dirais que nous avons commencé en mars, mais à mi-parcours, on a évoqué des thèmes comme la gueusie, l'absence de goût, l'anosmie, l'absence d'odorat. Mais aujourd'hui, on sait que c'est un virus pour lequel toutes les disciplines de la médecine peuvent être concernées. Autant on peut avoir le cardiologue, le pneumologue, le gastro, ainsi de suite. Voilà. C'est vrai que parce que, disons que le Togolais aujourd'hui, lorsqu'il ressent peut-être un mal quelque part, il se dit, il commence par demander, parce qu'à moi on m'a posé tellement la question, est-ce que quand on a mal au pied ou truc, est-ce que ça peut être le coronavirus? Donc du coup, on se demande, est-ce que le coronavirus englobe d'autres symptômes? Vous posez une question qui est fondamentale, que nous devons retourner à la population. Nous ne pouvons pas faire l'autodiagnostic de ce que nous avons. C'est ce que j'ai dit en introduction. Il faut que nous visitons les structures de soins. Il y a des personnes qui sont habilitées à identifier la maladie. Il faut qu'on revienne à ces fondamentaux. Il faut qu'on retourne vers l'établissement hospitalier, les structures sanitaires, pour quelle que soit la maladie. Et d'ailleurs, ce que vous dites, ça nous crée des problèmes aujourd'hui. Peut-être on reviendra sur les décès. Les cas de décès qu'on a vu s'engranger ces temps-ci, c'est parce que les gens ne sont pas venus à temps à l'hôpital. Ils sont venus dans un état critique. On fait un détour et puis à la fin, si vous voulez, c'est la casse. Quand c'est trop tard. C'est déjà trop tard. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire de miracle. D'accord. Alors, professeur Agba, moi, je crois qu'on revient encore sur cette, disons, le fait de la sensibilisation, de poursuivre la sensibilisation, parce que avec la reprise progressive des activités, vous l'avez évoqué, on se rend compte que le Togolais, c'est comme il se dit, bon, la maladie n'existe plus, donc on peut vivre normal. Alors, est-ce qu'il faut intensifier la sensibilisation? C'est ce que nous faisons là actuellement, c'est ce que nous répétons. Cette pédagogie, on va continuer. Il faut que la population sache que le virus circule. Je prends la formule du professeur. Le virus circule. À tout moment, vous pouvez le rencontrer. Mais fort heureusement, on a édicté des mesures simples, pas chères, qui vous permettent d'éviter le contact avec le virus. Portez le masque. Lorsque nous sommes en groupe comme ceci, respectez la distanciation comme nous le faisons. Ne pas aller dans les attroupements. Et surtout, si vous vous êtes souillé les mains, se laver de façon permanente les mains à l'eau et le savon. Voici 3 petites mesures qui ne coûtent pas cher, que nous devons répéter à nos compatriotes à tout moment pour qu'ils sachent que, oui, le virus est là, mais je peux me prémunir. Je peux faire en sorte de ne pas rencontrer le virus. Et c'est facile.
Voilà ce que je peux dire. Alors, M. Adonsou, justement, parlant de ces mesures-là, qu'en pensent les Togolais? Parce que, enfin, c'est peut-être une analyse personnelle, mais si le Togolais n'arrive pas à respecter scrupuleusement ces mesures, bon, c'est peut-être parce qu'il trouve que c'est trop contraignant ou... Non, je ne dirais pas que c'est trop contraignant, mais vous allez beaucoup m'excuser les termes, c'est l'absence de prise de conscience. Le Togolais ne veut pas prendre conscience du danger qu'il peut représenter pour lui-même et pour son prochain. Donc c'est là où le problème se pose. Je crois que le professeur Agba l'a dit tout à l'heure, les mesures sont simples et ça ne rime à rien du tout en termes de coûts financiers. Mais les gouvernements ou le gouvernement est face à une problématique. Il faut que l'activité économique reprenne, de peur que la société ne s'écroule. Maintenant, le gouvernement dit, et c'est à juste titre, apprenons à vivre avec le virus, que les activités reprennent, tant soit peu. Mais je crois que nous, Togolais que nous sommes, en nous disant, apprenons à vivre avec le virus, c'est comme si on nous dit, ok, le virus est là, bon, faisons avec. Non, apprenons à vivre avec le virus, c'est dire tout simplement, le virus est là, mais respectons les mesures barrières. Et ça, quand vous circulez un peu, vous faites un peu le tour, vous vous rendez compte que ce n'est pas intériorisé. D'où la nécessité de continuer les sensibilisations sur nos marchés, dans les villes, dans les villages, de continuer la sensibilisation. Vous allez vous rendre compte, les gens continuent par chez nous, là, quand on prend le petit verre de Sorabi, avec un seul verre, on fait le tour. On fait le tour. On se le passe. On se le passe. Et la phrase qui accompagne, le virus, même face au Sorabi, va fuir. Il ne tient pas. Il ne tient pas. Ce qui est une aberration totale. Donc, ce qu'il y a, c'est de continuer la sensibilisation et inciter le Togolais à une meilleure prise de conscience. Ça, il le faut. Parce que c'est impossible pour le gouvernement de mettre un gendarme derrière chaque Togolais. Ce n'est pas possible. Et c'est vraiment dommageable que le Togolais s'attend à ce que ce soit le gendarme qui lui dise de se protéger lui-même. Mais justement, M. Adonsou, vous évoquez enfin, une question qui me vient à l'esprit parce que je me dis, professeur Agba, oui. C'est comme une loi sans mesure répressive. Bon, pour l'appliquer, elle est compliquée. On prend l'exemple du port de masque et de casque dans ce pays. Lorsque les policiers sont descendus dans les rues et tout ça, mais à force de payer, enfin à force que les motocyclistes payent 5 000, mais ils ont commencé par porter les casques et tout. Donc enfin, moi je me demande, je vous pose la question comme ça, est-ce qu'on n'arriverait pas au fait qu'on mette entre griffes un gendarme derrière chaque Togolais pour pouvoir respecter ces mesures-là? C'est-à-dire que les mêmes populations vont crier au scandale. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu. Et je sais que dans notre pays aussi, désormais, il y a une amende. J'ai déjà vu les policiers sortir le petit carnet de contravention lorsque vous ne portez pas le masque. Mais, ma foi, le port du masque, le professeur l'a dit tout à l'heure, commence à entrer dans les mœurs quand même. Commence à entrer dans les mœurs. Ce qu'on ne fait pas, c'est la distanciation. Les gens aiment bien continuer à se frotter les uns aux autres, etc. Mais, vous savez, même en France, ils ont édicté, il y a un arrêté désormais qui dit que le port du masque, l'amende c'est 135 €, près de 90 000 francs. Mais, ils hésitent un peu à le mettre en pratique. Vous comprenez? Alors, donc, il faut trouver le juste milieu, continuer à sensibiliser et mettre en évidence que, attention, on peut mourir du coronavirus. C'est vrai qu'on peut en guérir. Les chiffres montrent que, bon, le protocole thérapeutique, ma foi, est relativement efficace. On guérit du coronavirus, mais on peut en mourir. On peut en mourir, surtout les personnes d'un certain âge comme nous. Et quand vos défenses immunitaires sont affaiblies, mais vous êtes emporté par le coronavirus. C'est ce que nous devons continuer à dire, à montrer aux gens et à leur dire, vraiment ce qu'on vous demande, ce n'est pas sorcier. Le masque.
Bon, notre camarade des consommateurs a dit tout à l'heure que le panier de la ménagère, on n'achète pas. Non, 200 francs. 200 francs, je pense que pour protéger ma vie, je peux quand même engager 200 francs pour porter mon masque, n'est-ce pas? Et puis me laver les mains et, ma foi, respecter la distanciation. Mon voisin ne me contamine pas et moi, je ne le contamine pas. Voilà ce que je... Vous voyez? D'accord. Alors, Monsieur Adonchou, alors, par rapport à ce que le gouvernement a édicté, ce que le gouvernement a dit, les mesures barrières et tout, alors au niveau de la société civile, qu'est-ce que cette société civile fait? Les mesures sont édictées et tout. Peut-être au niveau de l'ATC, on fait la sensibilisation. Oui, je parlerai beaucoup plus pour ce que l'ATC a fait. C'est la sensibilisation. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On met les affichettes sur les réseaux sociaux. On passe dans les médias, comme on le fait présentement. On passe dans les médias pour sensibiliser, aussi bien la radio que sur les télévisions. On descend à l'intérieur du pays sur les marchés pour sensibiliser les uns les autres. On distribue des cache-nez, etc. Mais avouons que la tâche est lourde. Et ce n'est pas facile pour une association de consommateurs de l'embrasser. C'est vrai que d'autres, des bonnes volontés aussi sont descendues sur le terrain, mais nous, au niveau de l'ATC, l'action majeure a été la sensibilisation pour attirer l'attention dans la limite de nos moyens. Si on avait plus de moyens, on aurait fait plus. Donc, dans la limite de nos moyens, on est descendu pour sensibiliser. Aujourd'hui, il faut continuer cette sensibilisation, aller jusqu'à la conscientisation. Il faut que les gens prennent conscience. Parce que le gouvernement a fait sa part. Le gouvernement a fait sa part. Il faut maintenant que les autres associations et tous citoyens prennent le relais de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, il y a lieu que les associations de la société civile descendent plus dans les localités, dans les coins, pour sensibiliser et mettre en place des mécanismes, des stratégies pour qu'il y ait des pairs, comme on les appelle en matière de lutte contre les pairs éducateurs, les gens qui sensibilisent, des leaders d'opinion, qui prennent le relais pour dire, parce que autour de cette table, on est d'accord que le virus existe. Mais ce n'est pas la conception de tous les citoyens. Non. Il y a beaucoup de Togolais qui se disent aujourd'hui que la maladie n'existe pas. Et c'est là le danger. Parce que quel que soit l'effort que le gouvernement va déployer, s'il y a des Togolais qui pensent que la maladie n'existe pas, ça veut dire qu'ils constituent un danger pour eux-mêmes et pour tout le reste de la nation. Donc il faut qu'on continue la sensibilisation, que des moyens soient trouvés pour relayer l'action gouvernementale. Et là, les associations ont un rôle à jouer. Et le Togolais, chaque citoyen a un rôle à jouer. Quand vous dites à votre... Ah, pardon, il faut tirer le masque. C'est de la sensibilisation. Mais bon, parfois vous mettez votre masque, on vous trouve comme un extraterrestre. Et même quand vous dites à quelqu'un, enfin, porte bien ton masque et tout, on te dit, oh, tu exagères et tout. Bon, voilà. À force d'être rabouré tous les jours, mais tu te dis, bon, ok, autant ne plus le dire. Non, continuons pas à le dire. Continuons pas à sensibiliser. Et tant soit peu, ça finira par rentrer dans les mœurs. Absolument. Et justement, M. Adonchou, vous avez évoqué le cas des localités reculées. Parce que très souvent, cette remarque ou cette observation nous revient. Lorsque vous quittez Lomé, vous arrivez dans les localités du nord, de l'intérieur du pays, vous vous rendez compte que, mais on dirait que Lomé est à part et les autres localités sont à part parce que vous portez votre masque, vous arrivez, je prends un exemple, à Kara, Sokodé, mais les gens vous disent, bon, écoutez, vous leur demandez, mais vous ne portez pas le masque, ils vous disent, bon, cette maladie, c'est pour vous à Lomé, hein, chez nous, ici, ça va. Alors, c'est comme si la sensibilisation n'arrivait pas aux populations. La TVT couvre le territoire national. Non, oui, mais pas la TVT seule. Radio Cara, les médias sur toute l'étendue du territoire national. Dans toutes les préfectures reprennent les mêmes conseils. Alors, professeur, pourquoi alors ces localités n'arrivent pas à intégrer
disons, enfin, les messages comme à Lomé. Ils veulent voir avant de croire. Exactement. Parfait. Ça, c'est la formule que je vais dire. Ils veulent voir avant de croire. Il faut que quelqu'un qui est proche de moi vraiment soit décède du coronavirus. C'est pas bon d'arriver jusque-là. Vous comprenez? Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, malheureusement, les gens sont moins enclins à ces gestes barrières que nous préconisons partout. Mais bon, continuons. Moi, j'ai beaucoup aimé l'argumentation du juriste de l'ATC. Pour une fois, j'entends quelqu'un qui dit que mais le gouvernement a fait sa part, le gouvernement a bien fait. Non, j'ai entendu ça. Je dois le relever, ça fait plaisir. C'est-à-dire que c'est bien, c'est bien. C'est vrai que le gouvernement a fait beaucoup. Et très tôt. Partout, moi, j'ai cette sorte d'image que le gouvernement togolais court devant le coronavirus. On précède. Bon, c'est bien. Alors, maintenant, à la population, à chaque individu, de se rendre compte de l'effort qui a été fait et de prendre sa part. Et votre part, c'est appliquer les mesures barrières. Je répète encore une fois, ça ne coûte pas cher. Elles sont aussi simples. C'est simple. Est-ce qu'à la limite, c'est pas parce qu'elles sont trop simples, professeur? C'est parce qu'elles sont trop simples que les gens n'arrivent pas à respecter. Voilà. Oui, on pourrait peut-être, sous un angle, l'interpréter comme si. C'est parce que ça paraît banal que finalement tout le monde banalise. Mais en même temps, la question que vous avez sortie, c'est que les gens veulent voir pour croire. Ça, c'est pas bon. Ça. Et ça, c'est pas bon. Et je voudrais rappeler que pour ma petite expérience, ce virus n'aime pas qu'on le défie. Un peu partout, quand vous regardez. Oui, je vois une république là où... Voilà. Dans l'instant, vous donnez l'impression, vous feignez ne pas prendre ce virus au sérieux et vous démontre que, c'est vrai, il est invisible. C'est vrai. Mais il crée des dégâts bien visibles. Tout à fait. C'est vrai. Et donc, comme vous le dites, aujourd'hui, il faut que nous changeons peut-être de stratégie. Ce n'est plus vous et nous ici sur ce plateau qu'il faut sensibiliser, mais c'est peut-être ce Togolais qui n'a accès ni à la radio, ni à la télévision, qui est dans les confins du Togo, qui n'a pas accès à Internet. Et en même temps, il y a ces lanceurs, comme l'a dit tout à l'heure le juriste, d'alerte, qui vont à compte courant, qui donnent des informations contradictoires, qui font que finalement le peuple est perdu et pense même que c'est une question politique. Ah oui. Donc c'est tout ça que nous devons reprendre aujourd'hui et affûter notre stratégie, la communication autour, pour que chacun soit responsable. Et professeur Salou, parlons toujours de sensibilisation. Je reviens sur le fait que vous avez parlé des personnes qui vont tardivement à l'hôpital lorsqu'elles sentent des symptômes arriver. Alors, est-ce qu'il faudrait également insister dans les sensibilisations sur ce fait-là? Lorsque vous sentez les premiers symptômes arriver, aller à l'hôpital. Oui, ne pas hésiter à aller parce que vite fait, si ce n'est pas Covid-19, ce sera autre chose. On vous donnera les conseils et les médicaments qu'il faut pour pouvoir se traiter. Parce que c'est une mort et de trop. Et pour le soignant, c'est très difficile. Il y a peut-être des études qu'on ne fait pas. C'est de voir le médecin dans le service de qui un malade est décédé aujourd'hui, comment il se sent le reste de la journée. Au-delà de Covid-19, pour d'autres pathologies. Nous sommes des humains. C'est vrai que nous sommes tous des mortels, mais quand même. Et professeur, alors parlons justement de la prise en charge. On a appris il y a quelques semaines que l'aéroport international Gnassingbé Yadema a réouvert ses portes. Alors professeur, est-ce que vous avez déjà fait un tour à l'aéroport? Oui, nous avons fait un tour à l'aéroport. D'accord. On nous a parlé de toutes ces mesures qui ont été mises en place pour sécuriser les passagers. Alors parlez-nous un peu de ce qui se passe là. Je vais peut-être vous décrire mon vécu, mais c'est déjà de commencer par féliciter les autorités parce que nous avons quand même un laboratoire au sein de l'aérogare, qui est quelque chose déjà de bien. C'est pas habituel, ça. C'est pas habituel. Mais pour avoir accès, pour moi, spécialiste de la question, je sais tout ce que j'ai eu comme parcours en termes de sécurité mis en place. Nous sommes allés du côté de l'ancienne aérogare pour les personnes qui veulent bien voyager, comment le test est organisé. On est au début d'un processus
C'est vrai qu'il y aura quelques couacs, mais qu'il faut mettre compte de début de toute chose. Parce que combien de Togolais ont une adresse mail? C'est des questions qu'il faut résoudre. Qui peut s'enregistrer en ligne? Qui ne peut pas? Donc, c'est autant d'éléments. Et nous sommes allés du côté du nouvel aérogare. Pour ceux qui arrivent, les box sont là, le personnel est disponible pour faire les prélèvements. En tout cas, l'agencement, l'organisation, sur le plan structurel, pour nous, il n'y a rien à dire. Ce qui reste maintenant, c'est comme j'ai dit, il y aura quelques manquements dus. Qu'on pourra corriger. Tous les débuts sont Il faut comme ça. même bien qu'il y ait des anomalies pour qu'on puisse les corriger. C'est un peu ce que nous pouvons dire. Après pratiquement 2 semaines maintenant, le week-end dernier, j'étais à l'aéroport donc pour voir un peu la mise en route. Professeur, de ce qu'on nous a dit, et moi ça m'a beaucoup impressionné, c'est vrai que 3 jours avant de voyager, il faut faire son test. Voilà. Il faut arriver à l'aéroport avec un test négatif pour pouvoir voyager. Mais ceux qui arrivent aussi, ceux qui arrivent sont testés. Et ce que je vais dire, même ceux qui sont en transit, vous pouvez être en transit, on détecte que vous êtes positif, on vous arrête. Vous ne pouvez pas continuer votre voyage. Oui, parce que le risque zéro n'existe pas. Pour l'instant, si vous mettez pied au sol, vous venez, vous êtes testé. Voilà. Il ne faut pas nous amener le virus. Donnons-nous le temps. Vous savez aussi, la vie, c'est de l'expérience. Mais après, peut-être on va se rendre compte que sur 100% des passagers en transit ou 100% des passagers qui sont arrivés sont tous négatifs, alors on pourrait encore prendre une autre décision. Mais pour l'instant, on n'est même pas il vaut mieux être sévère pour ne pas laisser passer le virus qui va venir. Et cela rejoint ce que le juriste a dit pour l'engagement des autorités. C'est un coût. Tester tout le monde, même si les gens doivent payer le test, c'est des Togolais qui travaillent, qu'il faut rémunérer, qui travaillent 24 heures sur 24. Et vous savez, pour la loi du travail, 24 heures sur 24, ça coûte plus cher que 8 heures ouvrées. Donc c'est un ensemble d'éléments qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors professeur, est-ce que, disons, on sent l'adhésion quand même des passagers? Parce que est-ce que les gens ne boudent pas? Parce que lorsqu'on nous a parlé de 40 000 pour le test, donc certains, par exemple des Togolais qui rentrent et pour repartir, on dit 40 000 à l'arrivée, 40 000 au départ, mais est-ce que les gens ont adhéré facilement? Moi, je fais un commentaire, puisque je peux voyager moi aussi. Même si vous dites 15 000, les gens vont bouder. Ça, d'entrée de jeu. C'est ça. Voilà. Maintenant, pour le reste, il y a peut-être, selon les catégories, parce que ce qu'on a vu à l'aéroport, celui qui arrive à s'enregistrer totalement en ligne, quand il vient, il fait ses formalités. Mais celui qui n'a pas pu faire quelque chose, c'est celui qui va perdre un peu plus de temps. Et ce jour-là, c'était cette disposition-là qui était en train d'être mise en place pour accélérer, parce que l'autre défi, c'est que nous devons rendre les résultats dans les 24 heures. Oui. Et donc, il faut organiser tout cela. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui disaient « Ah, mais je suis là depuis le matin », mais il a un billet électronique qu'on ne peut pas bien lire. Il faut comprendre. Et tout cela, vous demandez à des gens de laboratoire qui doivent devenir des agents de compagnie aérienne, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qu'il faut peaufiner pour que d'ici à très peu, former, le système... Former les hôtesses au sol, tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre. Il faut s'adapter à la situation. Alors, monsieur Adonsou, est-ce que vous avez déjà fait un tour à l'aéroport? Non, je n'ai pas fait un tour à l'aéroport. Mais vous avez entendu parler de toutes ces mesures-là. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'en ai entendu parler. Bon, ce que le professeur a dit, ça, c'est le côté positif de la chose. Mais il y a un côté négatif. On a appris que les gens qui sont revenus, malgré qu'ils soient testés négatifs, on a retrouvé 7 cas. C'est passé dans les médias. Donc, même là encore, on peut expliquer. Je vais dire, monsieur Adonsou, vous venez à TVT pour vous faire tester. On vous prélève. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le risque zéro n'existe pas. En rentrant chez vous, vous vous contaminez. Voilà, exactement. C'est pour cela que la population doit comprendre, j'allais dire, le comment du pourquoi, pour faire rire, pourquoi on teste. Même celui qui a un test négatif. Voilà. C'est ça. Donc sinon, je n'ai pas fait de tout, mais j'ai appris pour le dispositif qui est mis en place. Bon, mais avant, je l'ai dit tantôt, il faut que l'économie bouge. Voilà. C'est une bonne chose que la gouvernements sont face à un défi énorme. Même si on n'ouvre pas, même les médicaments pour soigner les autres maladies, vous faites comment? Comment ça manque? Il faut commencer. Il faut commencer. Oui, mais professeur Salou, moi, cette question me revient parce que, vu comment la contamination
augmente toujours. On est poussé à se demander, est-ce qu'il était judicieux quand même de réouvrir les frontières aériennes maintenant? Oh, oui, 3 fois j'allais dire. Oui. Parce que ceux qui sont même plus touchés que nous ont ouvert leurs aéroports. C'est ça. Ça, c'est un. Mais nous n'allons pas vivre en autarcie. Oui. 2. 3, l'économie doit... Il y a des choses qui doivent nous arriver par voie aérienne. On va fermer l'aéroport jusqu'à quand? C'est peut-être la question que vous devez nous poser maintenant. Quand est-ce qu'on ouvre les frontières terrestres? Non, mais ça aussi, ça va venir. La question venir parce que... poser. Moi, j'ai fait un tour. C'est facile, hein? Oui. Il suffit d'aller à Plao. Notre capitale est sur une frontière. Mais c'est la désolation. C'est la désolation parce que nous connaissons à Plao. C'est l'animation 24 sur 24, ce sont les échanges, etc., les brassages de population. Quand vous allez à Flao, maintenant, c'est la désolation. C'est vrai que les marchandises passent, les gros camions, etc., mais maintenant que nous avons ouvert, mais je me suis informé, on a ouvert l'aéroport. Le comité de riposte dit, on veut maîtriser, être sûr qu'il n'y a pas d'explosion, de contamination, parce que justement, notre capacité de riposte n'est pas illimité. Alors le comité se dit, je gère d'abord. Si à l'aéroport ça marche, qu'il n'y a pas trop de... on va ouvrir les frontières terrestres. On est obligé de les ouvrir. Il faut les ouvrir. Il faut que... Mais attention, comme dit notre camarade le juriste, que chaque Togolais prenne quand même conscience qu'on est obligé d'ouvrir pour que l'économie reprenne. Mais gardons les mesures barrières pour ne pas nous contaminer. C'est ça que nous faisons, c'est ce qui nous fait venir ici pour répéter cela. Mais les frontières, moi je me suis informé aussi à l'aéroport, c'est bien. Il y a eu beaucoup le chiffre que je connaissais, c'est quoi, 1900 arrivées et 900 départs, en tout cas, ça reprend. Mais il faut garder les mesures barrières pour ne pas se contaminer. Monsieur Adonchou, vous partagez... Pour les frontières terrestres, j'avoue que je suis très, très mitigé. Mitigé parce que, vous savez, par rapport à l'aéroport, vous avez vu tout le dispositif. C'est vrai, je n'ai pas vu, mais tel que décrit, on se projette un peu dans la sphère là. On se rend compte qu'il y a tout un dispositif pour préserver la population. Pour les frontières terrestres, vu qu'elles sont poreuses déjà, est-ce que nous arriverons à mettre un dispositif fiable sur place? Si le gouvernement et le comité de riposte peuvent s'assurer qu'il y a un dispositif fiable à mettre sur place, on en a besoin. Mais je dis et je le dis toujours, on est 7 ou 8 millions de Togolais. On n'est pas nombreux. Quand on regarde ici, ils sont plus nombreux. Quand on regarde là, ils sont plus nombreux. Et ils sont les plus contaminés, toute proportion gardée. Dès qu'ils vont nous envahir... C'est vrai qu'on a déjà vu ça. Quand le Ghana a ouvert, chez nous là-bas, à Tingassé, beaucoup sont arrivés. Mais, Mme Atiyakou dit, les frontières sont poreuses. Même si au point où les douaniers sont là, c'est fermé, les gens passent quand même. Les gens passent quand même. Oui, mais en termes de flux, ce n'est pas le même flux. Nous au niveau de la TC, on n'est pas dans une logique d'une vie confinée des Togolais, etc. Mais il faut que les dispositions soient prises, ne serait-ce que sur les grandes frontières. Oh oui, ça, sinon, on risque, le risque est trop élevé. C'est sûr. Il faut une ouverture maîtrisée et modérée, sinon... Enfin, je crois que le gouvernement est en train de penser à cela. C'est pour ça que les frontières terrestres ne sont pas encore ouvertes. Et comme on dit, impossible n'est pas togolais, mais je dirais même en anglais dans le mot impossible, quand vous le décomposez, vous voyez I am possible. Donc, ça vous fait rire un peu. Voilà. Mais comme l'a dit, il faut aller, toute raison, proportion gardée. On aura des gros sites sur lesquels des choses vont pouvoir être faites à l'image de ce qui est fait à nos aéroports. Et malheureusement, on ne pourra pas mettre un gendarme à chaque 1 mètre le long de nos frontières, parce que ces frontières sont poreuses. Mais toujours, le risque zéro n'existant pas, à un moment donné, on sera obligé d'aller vers cela. D'accord. Alors, professeur Salou, je voudrais peut-être demander des nouvelles du CHR Lomé commune.
depuis un certain temps, on parle, enfin, nous animons nos émissions sur la maladie, la pandémie, mais on a quelque peu oublié ou mis de côté ce côté-là. Comment se portent disons, comment va le CHR Lomé Commune, le centre de prise en charge des malades de Covid? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Le CHR fait son travail, s'occupe des cas graves, des cas modérés, et les patients asymptomatiques ou avec des signes mineurs sont dans les hôtels dédiés à l'hôpital. Peut-être le défi, c'est à l'intérieur, les structures de prise en charge qui doivent être mises aux normes, parce que le gouvernement anticipe. En cas de flambée. Parce qu'il n'est pas exclu, on prend des dispositions, mais cela peut nous échapper. Qu'est-ce qu'on fait? Avons-nous la capacité, au vu du nombre de lits que tout le pays a, si on a 5000 cas aujourd'hui, ce n'est pas notre souhait, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est plutôt en prévision de cela que les centres de prise en charge dans chaque région, chaque district aujourd'hui, les efforts sont faits. Et équipés. Même ce midi encore, j'étais avec le commandant Agobli, où il a appelé une structure pour dire, bon, c'est prêt. En termes d'équipement, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce qu'il faut pour que... Si vous faites un tour, même au CHU Campus, vous verrez le site de prise en charge qui est pratiquement fini, bien éclairé, ainsi de suite, pour dévancer, comme le ministre l'a dit tout à l'heure. Pour dévancer. Prévenir. Voilà. La prévention, surtout. Alors, Monsieur Adonsou, on revient encore un peu plus sur, disons, les impacts de cette situation que nous vivons, malheureusement, depuis plusieurs mois. Certains concitoyens ont commencé par se plaindre également du coût élevé du transport, parce que des dispositions ont été prises pour la distanciation dans les transports. Les taximens disent, bon, au lieu de 4 ou 5 griffes, on se retrouve avec 2 ou 3. Du coup, on est obligé d'impacter le transport pour pouvoir amortir les coûts. Alors, à l'ATC, qu'est-ce qu'on dit? Bon, à l'ATC, on est intervenu plusieurs fois sur cette question, et même sur les médias. Vous vous souvenez qu'avant la pandémie, avant les mesures, le prix du carburant était élevé. Et c'était à un niveau donné. Entre-temps, il y avait eu une première baisse. Au niveau de la première baisse, déjà la question se posait, puisqu'on était en pleine crise Covid-19. Donc, nous, dans nos interventions, on avait dit que la baisse pouvait compenser la limitation du nombre de places. C'était notre approche. Bon, c'est vrai que ça n'a pas suscité l'adhésion de tout le monde, surtout des syndicats de transporteurs, mais on est resté dans cette logique. Quand il y a eu la deuxième baisse, on a dit, bon, quand cela ne tienne, on peut trouver le juste milieu. C'est vrai que quelque part, cela peut pénaliser un tout petit peu les transporteurs. Mais on a dit que c'est peut-être leur apport en termes de solidarité pour soutenir la lutte contre la Covid-19. Mais aujourd'hui, la situation est là et les prix varient. Vous entendez un coup de fil, un consommateur qui vous dit on m'a transporté de là à là, c'est à tel prix. Au retour, le prix a changé. Cette situation n'arrange pas le consommateur parce que si je quitte la TVT pour aller au Carrefour GTA, peut-être que j'ai le transport aller-retour. Il ne faut pas qu'arriver à GTA, on me dise que le prix a changé. Donc ce n'est pas de nature à rassurer le consommateur. Nous avons appelé à un dialogue que les syndicats de transporteurs, les autorités gouvernementales s'asseyent pour fixer d'accord partir les prix comme ça se fait, pour que le consommateur soit rassuré. Voilà. Nous, c'est l'intérêt du consommateur d'abord. Comme ça, le consommateur sait que quand il prend le taxi d'un point A à un point B, c'est tel prix qu'il doit payer, que le prix ne varie pas à la tête et en fonction du chauffeur ou du transporteur. Donc voilà, mais à nos amis transporteurs, ils n'ont qu'à faire l'effort aussi. Parce que c'est dur pour tout le monde. Alors, il faudrait être solidaire. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit solidaire. Et M. Adonsou, également, disons que cette situation avec
que la fermeture des frontières, on peut dire, on est arrivé peut-être un peu plus à consommer local ou pas? Bon, c'est relatif. Il y a tout ce qui peut être consommé localement, c'est consommé localement, mais n'oublions pas que nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Quoique, nous estimons que le Togolais doit accompagner le gouvernement dans cette logique de promotion de la consommation locale. Le professeur l'a dit, ce n'est pas toujours que les associations critiquent ou sont contre l'action gouvernementale. Au contraire, notre rôle, c'est de relayer, de sonner l'alerte et d'attirer l'attention. Là où ça ne va pas, on peut dire que... Bon, on écrit au ministère dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, il y a lieu de promouvoir davantage la consommation locale. On a vu un arrêté, j'ai vu un arrêté qui est sorti, où on a dit les produits, on doit estampiler maintenant au terre pour mieux surveiller l'importation, etc. C'est régulé. Nous, notre souci, c'est de faire en sorte qu'il y ait assez de producteurs au plan local pour qu'il y ait la concurrence, pour que le consommateur puisse avoir le bon produit au meilleur coût. Et de l'autre côté, la consommation locale, c'est toute une stratégie. C'est toute une stratégie. Susciter la consommation locale nécessite une approche. Les associations de consommateurs, en tout cas l'association, l'ATC, l'association togolaise des consommateurs, n'est pas suffisamment associée à cette démarche-là. Mais nous estimons que c'est toute une stratégie à mettre en place pour amener le Togolais à consommer local. Pourquoi? Nous avons de très bons produits et de meilleure qualité sur le marché national. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Togolais s'interroge. Quand je prends ça, quel est l'institut au Togo qui va me certifier que ce produit ne représente pas de danger pour ma santé et pour ma famille? C'est la première interrogation. Le jus que nous produisons chez nous, c'est le meilleur jus. On peut mettre au défi celui qui peut nous dire que les jus importés sont meilleurs que les jus produits au Togo. La réponse est non. Mais la question que le Togolais se pose, quelles sont les conditions hygiéniques dans lesquelles ce jus est produit? Donc, c'est toute une stratégie à mettre en place pour amener le consommateur togolais à consommer ce qui est produit chez lui, à donner de l'importance. Parce qu'on croit que c'est chez nous que les choses sont produites dans des conditions un peu. Alors qu'on n'a pas vu ce qui se passe ailleurs. De l'extérieur. On n'a pas vu. Ah oui, donc, il y a lieu de peaufiner davantage ces stratégies. On a un ministère maintenant qui est dédié à la consommation locale. Il faut qu'on agisse. Il faut que nous-mêmes, chacun, ce qui les concerne, puisse agir sur la consommation locale, participer à la stratégie. Maintenant, qu'on ait des organes, des outils, des instruments pour rassurer le consommateur. Quand je vois là, je vois même l'étiquette, je sais que ça on a vérifié les conditions dans lesquelles c'est produit. Je suis en sécurité pour pouvoir consommer. Parce que c'est la sécurité. Voilà. Et plus loin, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de développement sans consommation. Et consommateurs, nous sommes tous consommateurs. À quel niveau que nous sommes. Si on arrive à promouvoir la consommation locale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous développons l'activité économique d'autres Togolais. Et l'argent reste au Togo. Donc, ça va favoriser le développement économique de notre pays. Mais ça passe par un travail préalable et une stratégie à mettre en place. Merci beaucoup, M. Adon. Professeur Salou, vous voulez... Oui, à ce propos, je voudrais rassurer le juriste, parce que nous sommes membres de cette cellule qui est multisectorielle du ministère du Commerce et de la promo, où il y a une cellule qui réfléchit sur les stratégies pour la meilleure promotion de ce qui est fait localement. Mais ce qu'il a dit, nul n'est prophète ce soir. À quelque chose, malheur, bon, Covid a aidé certains Togolais à tester certains produits localement. Parce que d'autres n'arrivaient plus à venir. Et ils se sont rendus compte qu'en testant, ce n'était pas si mauvais que cela. Et ils ne sont pas morts, ils n'ont pas eu d'intoxication. Parce que la peur aussi de l'inconnu, nous avons plus peur de ce que nous-mêmes nous produisons que de ce qui vient d'ailleurs. C'est tout cela qui va être pris en compte, comme vous avez dit tout à l'heure, pour que progressivement, nous nous approprions ce que nous produisons à notre niveau. Je pense que
le train est en marche. Et sous peu, vous verrez des résultats. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour disons, ces mots qui rassurent. À coup sûr, Monsieur Adonsou et, disons, le consommateur togolais. Professeur Agba, c'est vrai que nous avons évoqué les mesures prises et tout ce qui est fait, mais ce n'est pas pour être pessimiste, mais s'il arrivait que la situation ne s'améliore pas, que disons que ces contaminations croissent toujours, est-ce qu'on arrive, on va revenir, bon, quelque peu en arrière, c'est-à-dire retrouver peut-être le couvre-feu, ces mesures quelque peu restrictives? Je pense que le colonel Djibril de la cellule de riposte l'a dit récemment. Ce n'est pas le souhait du citoyen lambda, et ce n'est pas nous seuls. Dans la littérature et à la télévision, nous avons vu dans certains pays, en Serbie ou autres, quand on a parlé de ramener les mesures de coercition, il y a eu comme des révoltes. Nous ne souhaitons pas ça. Mais c'est le lieu de dire encore aux Togolais, si vous ne voulez pas que ces mesures reviennent, mais autant se conformer. Mais oui, conformez-vous aux mesures simples qu'on vous conseille. Si le taux reste supportable, personne ne va dire que, ben, allez, on refait encore un autre couvre-feu. Et puis le gouvernement, je vous assure, compte tenu de ce qui a été déjà déboursé lorsque nous avons fait le couvre-feu, nos vicis, tout ça a coûté beaucoup d'argent. Il n'est pas sûr que le gouvernement puisse de façon permanente remettre tout ceci à la disposition de la population. Non. Ce qu'il nous faut, c'est prendre conscience du danger, adopter les mesures simples qui nous sont préconisées, afin que les hommes du métier se rendent compte que, bon, ben ça va, on maîtrise. Et puis, bon, ben, vous voyez, on n'a pas parlé des églises, mais le comité de riposte dit justement, dans cette prudence, pour ne pas être débordé, on est prudent, bon, donc on ouvre d'abord quelques églises, quelques mosquées, on voit comment ça se passe, on ouvre d'abord l'aéroport, on voit comment ça se passe avant d'aller aux frontières terrestres dont nous avons parlé. Donc le comité est prudent, justement pour ne pas être débordé. Voilà. Pour ne pas être débordé. Et professeur, pardon, vous avez évoqué les églises. Avant, disons, de venir sur ce plateau, j'ai une téléspectatrice qui me demandait, mais pourquoi le gouvernement a fermé les églises et il n'a pas fermé les bars? Parce que les bars, les gens s'agglutinent là-bas, on ne dit rien, mais à l'église, on nous dit de ne pas aller. Alors, est-ce qu'il faudrait... C'est vrai que disons, la loi demande à ce qu'on ne se retrouve pas dans les bars, mais qu'on achète et qu'on rentre. Mais malheureusement... C'est-à-dire que les bars, on peut en parler en long et en large. Acheter, aller boire à la maison, c'est pas la même chose. C'est pas le même goût. Oui. Quand vous allez avec voilà, la bière a un autre goût. Non, en réalité, le gouvernement, je le pense, pèse le pour et le contre. Il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Vous savez, dans tous les pays, lorsqu'il y a des grèves, etc., les brasseries ne sont jamais en grève. Hein. Ah non. Les brasseries ne peuvent pas, parce que ça va être une explosion. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer. Donc, il n'était pas possible de dire, par exemple, on ferme les marchés. Ce n'est pas possible. Non. Quand vous allez sortir, vous devez vous alimenter avant d'aller à la maison. Oui. Alors, fermer les bars, c'était compliqué. Les boîtes de nuit, c'est facile. Oui. Mais fermer les bars, ça allait être une explosion. Bon, donc ce qu'on va demander, c'est que les tenanciers de bars prennent leur part dans la lutte. Voilà. Que les tenanciers de bars prennent leur part. Si tu ne veux pas qu'on vienne fermer ton bar, mais c'est à toi de faire la police. Quand les gens ont pris un ou deux verres qu'ils commencent bon, tu lui dis, attention, moi, c'est mon gagne-pain, ne viens pas me créer des problèmes, il faut partir. Il faut que les tenanciers prennent leur part à la lutte et puis je crois que tout va s'arrêter. Voilà. Vous voyez ce que je peux préconiser. D'accord. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous rappeler encore un peu plus que la lutte, elle est commune, mais en même temps, elle est individuelle pour permettre à notre pays de venir à bout de cette pandémie. Mais avant de vous laisser repartir, chers invités, sûrement que vous avez quelques mots, quelques conseils à l'endroit des populations, parce qu'on ne cessera jamais de le dire, de le répéter, qu'il faudrait se préserver, se protéger pour éviter la maladie. Alors, M. Adonsou, si vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Ben, un dernier mot d'abord,
c'est pour souhaiter prompt rétablissement à tout le personnel de santé qui est infecté ou affecté par cette pandémie. C'est également souhaiter bon courage à l'équipe qui est devant pour nous permettre à nous tous d'être en bonne santé. À mes concitoyens, je dirais tout simplement que chacun n'a qu'à faire sa part. Vivre avec la COVID-19 ne veut pas dire que nous sommes des champions et qu'on doit célébrer la victoire. On est avec et on doit continuer par respecter les mesures barrières pour accompagner l'action gouvernementale, pour qu'à la fin, le Togo puisse dire quand même que quelque chose a été fait et qu'on est sorti plus ou moins, qu'on soit parmi les meilleurs de la classe en termes de lutte contre la pandémie. Merci beaucoup. Monsieur Fridolin Kofi Adonsou, que je rappelle, est chargé des affaires juridiques de l'Association togolaise des consommateurs ATC. Alors, professeur Salou, votre mot. Mon mot de fin, merci Madame Atigakou, c'est de rappeler encore à la population que Covid-19 n'est pas derrière nous. Si on a l'impression d'avoir gagné des batailles, on n'a pas encore gagné la guerre. Donc, soyons disciplinés. Soyons disciplinés. Ce n'est pas un acte de bravoure que de défier l'autorité, surtout en ce qui concerne Covid-19. Merci. Merci beaucoup, professeur Salou. Professeur Mounerou Salou, spécialiste de bactériologie et virologie. Professeur Agba, oui. Votre mot. Non, mon mot de fin, c'est d'abord de vous remercier de nous avoir invités. Et puis de dire encore une fois à la population, c'est le mot du professeur Salou, il ne faut pas défier le virus là. Il n'est pas visible, ça n'a l'air de rien, mais ça vous prend comme des petites douleurs. Il faut faire attention. Dès que vous avez ce qu'on vous a préconisé, quand vous avez mal dans la gorge, vous toussez, vous avez des jetages nasales, vous avez mal dans les articulations, ça commence comme une grippe, hein? Et puis ça va en s'intensifiant. Il faut consulter l'homme de la... Il faut aller vers le médecin pour savoir si est-ce que je dois être dépisté. Il faut faire attention à ce petit virus-là qui peut faire beaucoup de dégâts. Fort heureusement, même si le virus circule, j'ai des petites mesures que je peux appliquer pour ne pas entrer en contact avec ce virus. Nous allons porter nos masques. Nous allons nous laver fréquemment les mains. En sortant de n'importe quel contact, je me lave les mains. Et puis surtout, comme nous l'avons fait au cours de cette émission, la distanciation. On était à 3 mètres, mais on a pu converser, on a pu échanger. Voilà ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup, professeur Agba, professeur Madiom Charles Kondi Agba, ancien ministre de la Santé, qu'on ne présente plus évidemment. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez donc compris durant cette émission. On l'a encore dit et on le redira davantage. Ne défions pas la maladie à coronavirus et seule la discipline nous permettra de venir à bout du mal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème ou même le même thème au cœur de la nation. Bonsoir.